midi. Midi à l'écoute de la radio Futur Média, voici le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Casamance, la volonté du MFDC de déposer les armes et de négocier avec le gouvernement bien accueilli à Ziguinchor, mais les populations demandent aux différents acteurs du processus de paix d'être sincères. Suite des émeutes de Kolda, dans la capitale du Fouladou, l'on sollicite la clémence de la justice en faveur des 40 jeunes arrêtés. Les travaux de pavage des rues de Dakar au point mort depuis longtemps, grosse désolation des populations qui soutiennent que ce projet contribue à l'embellissement de leur cadre de vie. En politique, l'opposition a relevé beaucoup de difficultés et autres manquements dans les inscriptions sur les listes électorales. Pendant ce temps, le comité de suivi relativise et indique le bon déroulement des opérations avec le cap des 4 millions d'inscrits qui est en passe d'être dépassé. L'actualité internationale, les titres avec vous, Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. En Guinée, malgré la crise politique et sociale des mois précédents, la situation des droits de l'homme connaît une évolution. Des ONG établies dans le pays ont publié un rapport au moment où des autorités du pays sont aux Nations Unies pour évaluer les réformes judiciaires. Nouvelle vidéo compromettante en République démocratique du Congo. Celles-ci mettent en scène le massacre de présumés rebelles. Des enregistrements 24 heures seulement après la découverte de nouvelles fosses communes au Kasaï. Dans la page des sports, l'on reparlera de la déroute des Lions du basket à Bamako. Cher Tidiane Diagne, bonjour, les titres sport. Bonjour à vous Antoine, je fais déjà une première mesure, le limogeage de Stéphane Dumas qui a été remplacé par son entraîneur adjoint, Dame Diouf qui prend le relais pour coacher donc l'équipe qui est arrivée hier de Bamako et elle a repris donc cette équipe les séances d'entraînement ce matin, des renforts avec les arrivées du capitaine Malay Ndoye et de Khan Dalmeida. Nous allons aussi parler football, la tanière pas encore au complet à l'avant-veille de la rencontre amicale internationale contre le Nigeria. C'est en football, seuls 14 jours sont pour l'instant à Londres, le reste de la troupe est bloqué à Paris pour des problèmes de visa, Antoine. La chronique du jour, Papa Sambakan, point de vue sur la décision des combattants du Front Nord et du Front Sud. Décision qui consiste à déposer les armes et d'aller vers des négociations avec le gouvernement pour le retour de la paix définitive en Casamance. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. C'est une nouvelle étape et importante dans la recherche de la paix en Casamance. Il s'agit de la volonté des combattants du MFDC, des fronts nord et sud, de déposer les armes et d'aller à des négociations avec le gouvernement. Cette attitude du mouvement des forces démocratiques de la Casamance a été saluée à Ziguinchor par les populations. Cependant, elle demande à tous les acteurs de faire preuve de sincérité. Ziguinchor, Lamine Ba. Le message de Robert Sagna, coordonnateur du GRPC, réitérant l'engagement des différentes factions du MFDC à aller vers une paix définitive et durable en Casamance, trouve un écho favorable chez le Ziguinchor ou à Lambda. Nous avons rencontré ce matin Fadel Ndiaye devant une boutique située sur la rue du Capitaine Javelier. Le jeune adulte souscrit à l'appel de l'ancien maire de Ziguinchor. Moi je suis entièrement d'accord parce que la guerre a créé pas mal de dégâts dans cette région. Les gens en ont souffert. Et vraiment c'est une bonne décision à saluer. Mieux, notre interlocuteur est d'avis que les populations doivent jouer un rôle de premier plan dans cette noble entreprise de recherche de la paix, comme le suggère le coordonnateur du GRPC. Ça c'est une bonne idée parce que c'est les populations qui seront les premières à subir les conséquences. Donc ce sont eux qui doivent être les devants dans cet appel-là. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'appel du GRPC bénéficie de l'adhésion de toute la population, d'Ixid Ousmane Diémé, un sexagénaire que nous avons trouvé en pleine discussion avec ses amis devant les locaux de l'ancienne mairie. Mais lui émet une réserve dans la démarche de Robert Sagna. Moi je pense que même s'il y a de très bonnes perspectives, mais qu'on ne publie pas, moi c'est ma conception, et qu'on travaille dans l'ombre jusqu'à la résolution du problème. L'enseignant à la retraite qu'il est estime qu'il faut aussi que les engagements des uns et des autres soient sincères. Alors si on doit négocier, il faut que ça soit une négociation sincère. L'accompagnement des populations dans la relance de l'économie est une autre manière de promouvoir la paix, d'Ixid Robert Sagna, et c'est là où notre interlocuteur salue la pertinence du propos du coordinateur du GRPC. Là il a fait une très bonne déclaration, il faut accompagner les populations, surtout les jeunes et les femmes. Le conflit casamançais connaît une accalmie, il faut le rappeler, depuis quelques années. Les populations habitant le sud du pays se félicitent des initiatives entreprises pour en arriver à cette paix tant recherchée.
Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Les émeutes de Kolda qui ont éclaté la semaine dernière ont connu des développements au plan judiciaire avec l'arrestation d'une quarantaine de jeunes et pour un apaisement du climat social, des Koldois demandent la clémence de la justice, que ces jeunes arrêtés soient libérés, c'est leur volonté. Correspondance Abdoulaye Diallo. L'arrestation des jeunes conducteurs de taxi-moto continue d'alimenter les débats dans la capitale du Fouladou. Et dans ce sens, des Koldois sollicitent la clémence des services judiciaires dans cette affaire. Et c'est pourquoi, en tant que Koldois, nous appelons la clémence de la justice et nous appelons les jeunes à garder raison et de ne plus reprendre cette situation. Et je pense que tout le monde condamne. Mais aussi, il faut prendre le contexte, c'était un mouvement de foule. Mais aussi, je pense qu'en tant que Koldois, notre souci aujourd'hui, c'est l'apaisement. Et l'apaisement, nous pouvons l'avoir que la libération de tout le monde. El Hadj Habib Khan, King Habib. Ces personnes qui ont été arrêtées, nous, ce qu'on peut faire, c'est juste de demander une clémence au procureur et déjà un agissement de foule. Peut-être même il y a des gens qui ont été arrêtés qui sont innocents. Il y a des gens qui n'ont pas été arrêtés, qui étaient au cœur de la chose. Pour notre Koldois, embauche la même trompette. Il y a une situation vraiment de déception. Nous sommes déçus vraiment de vivre cet événement, cette situation, au point que plus de 30 jeunes déjà derrière les verrous. Je crois que c'est quelque chose vraiment de déplorable. On ne l'avait pas souhaité, personne n'a prié pour ça, mais c'est fait et c'est fait. Je pense que la seule chose qu'on puisse faire actuellement, c'est de lancer un appel pour une justice de clémence face à ces jeunes, dont la plupart peut-être peuvent bénéficier d'une certaine ignorance des faits. Essayons de jouer un peu la carte de l'apaisement. Au même moment, un comité multi-acteurs est à pied d'œuvre pour un règlement pacifique de la crise. Docons sont aussi prêts à descendre sur le terrain pour mener des sensibilisations afin que de pareils actes ne se reproduisent plus à Kolda. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Et lors des manifestations de la semaine dernière, des conducteurs de moto-taxi avaient saccagé les locaux de la police de Kolda, partant des échauffourées entre populations et forces de l'ordre à Kolda. Il y a lieu de s'interroger sur ces soulèvements récurrents dans les régions sud et sud-est. Les cas de Kédougou et de Kolda peuvent être cités en exemple. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Cherchons la réponse avec Mohamed Anioumba. À Kolda, tout particulièrement, professeur Abdourahmane Gaïndé explique la récurrence des soulèvements par une non-prise en compte de la réalité locale. Je crois que aussi, si je reviens sur la région de Kolda, la profondeur historique de la région de Kolda a été toujours une contestation permanente de l'ordre étatique. Depuis les temps des Gabou jusqu'à l'arrivée d'Alpha Molo et de Moussa Molo, la contestation de l'ordre et de l'ordre gouvernemental, entre guillemets, a été toujours de mise. Il ne faut pas être fataliste pour penser peut-être que c'est des réactions contre l'État, et c'est une nature. L'ancien journaliste de la RTS, Kadiali Diakité, trouve le même dénominateur commun à tous ces conflits État central, population. Bon, il y a le phénomène de la communication qui s'est un peu élargi aux zones qui étaient moins médiatisées, c'est-à-dire l'intérieur du pays. Et ce phénomène a rejailli donc sur les populations qui ont compris qu'ils peuvent s'exprimer et se faire entendre parce qu'ils ont été des populations longtemps oubliées d'une manière ou d'une autre par les médias qui ne s'intéressent pratiquement que à la frange côtière autour de Dakar et aux activités du pouvoir central. Et on a souvent tendance à ignorer un peu ce qui se passe à l'intérieur du pays, alors que la population là-bas a de quoi dire. Elle a des droits, ou en tout cas des besoins, ou des doléances, ou en tout cas des sentiments à exprimer. Frustration qu'il faut contenir et traiter intelligemment, conseille Abdourahmane Gaïndé. Je pense que nous perdons notre temps à mettre en place différentes politiques qui ont pour objectif de développer l'esprit civique. Si nous voulons renforcer l'esprit civique et permettre à ces populations de participer à la construction de tout ce qui est commun, je crois qu'il faut faire attention aux réalités historiques locales. Mais pour Kadiali Diakité, l'État central doit composer désormais avec une nouvelle donne. Il y a eu de la maturité dans les régions, surtout dans la frange jeune. Mais on voit maintenant à travers le monde qu'au niveau de Dakar,
que de plus en plus les citoyens se dressent devant les pouvoirs publics, expriment leur ras-le-bol sans pour autant que cela permette aux populations de subir certaines situations, notamment des répressions, et cela est dû un peu au phénomène de la démocratie et de l'expression libre des populations. Ces dernières échauffourées de Kolda ne sont que l'exemple d'une longue série de soulèvements qui ont occasionné des morts, des blessés, des arrestations et des procès. L'éternel recommencement. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. 12h10, le directeur général de l'Agence de régulation des marchés répond aux producteurs d'oignons. Ces derniers ont fait une sortie pour déplorer les 350 000 tonnes en mévente, mais aussi accuser l'ARM d'avoir autorisé l'importation de 65 000 tonnes à la veille de l'entrée en vigueur de la mesure de gel. Amadou Abdoulsi dément toutes ces allégations. Il assure que des solutions seront trouvées au problème de l'écoulement de l'oignon. Le voici au téléphone de Hanjogoudian. C'est le 20 février qu'on a commencé le gel. Et chaque fois après le gel, il y a une période de cohabitation entre les deux segments. On vient de boucler un mois et la situation par rapport à l'oignon importé, la quantité a baissé de manière importante. Nous assistons donc au dernier jour de l'estock importé. La production locale vient d'entrer dans le marché. On vient de boucler un mois sur 8 mois à peu près de consommation. Donc il n'y a pas encore 350 000. Ce qu'il y a, c'est que depuis le mois de novembre, suite à la réunion du 2, on a fait des consultations avec les importateurs et accordé 65 000 tonnes qui devaient être importées de début du mois de novembre au 20 février. Ce qui fait que, donc dire que 65 000 tonnes ont été données au mois de février, c'est faux. Et moi je crois que dans cette communication-là, il y a quelque chose quand même qui ne cloche pas du tout. Nous sommes au début de la campagne. Il est actuellement question de faire une production de qualité, d'appeler des privés pour l'écoulement des produits, mais aussi pour avoir un emballage qui répond aux normes, pour aller à des emballages de 25 au lieu de 40. Dans tout ça, nous sommes tous des acteurs. On va trouver une solution. Ce n'est pas la peine de crier et d'accuser des gens de manière gratuite sans preuve pour dire qu'il y a 340 000 tonnes importées, alors que les autorisations ont tourné après donc l'importation de tabaski et autres, autour de 65 000 tonnes. À présent, la situation du marché à Hambourg, malgré la décision du ministère du Commerce de faire respecter les prix de certaines denrées, l'on constate que l'huile et le sucre coûtent toujours cher. Une hausse a même été notée. Reportage dans la capitale de la Petite Côte, Abdourahmane Diallo. Difficile de trouver un commerçant qui veut s'exprimer sur une probable hausse des denrées comme l'huile et le sucre. Après un tour dans plusieurs boutiques d'Hambourg, Aliou confirme la hausse de ces deux produits. Le sucre a augmenté depuis un bon moment. Et nous les détaillants, vraiment, on a toutes les difficultés à le revendre. De l'autre côté aussi, l'huile, lui aussi a connu une augmentation depuis un certain temps. On affronte difficilement nos clients pour les revendre les produits qui se sont augmentés. Un autre boutiquier, son nom Tafa, il parle de la hausse d'un seul produit. Ce que a dit une cliente réfute, elle donne les prix des différentes denrées. Les denrées comme le sucre a augmenté de 50 francs le kilo. L'huile a augmenté de 1500. Le 5 litres coûtait à 5000 francs. Maintenant c'est à 6500. Rama n'arrive toujours pas à comprendre que le sucre et l'huile soient des produits locaux et que les prix flambent à chaque fois. C'est au Sénégal qu'on cultive l'arachide. Alors faut diminuer, il faut nous aider pour les denrées alimentaires. On est fatigué. Le sucre aussi a une usine au Sénégal, alors il faut diminuer les prix. Commerçants et clients, tous disent rencontrer d'énormes difficultés à cause de cette hausse. Il exhorte les autorités à prendre leurs responsabilités. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM, au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité.
L'emprisonnement de Khalifa Ababacar Sall, prétexte pour revenir sur certains projets de la ville de Dakar. Aujourd'hui, nous nous intéressons au pavage des rues de la capitale. Les travaux ont été arrêtés depuis plusieurs mois. À Grand Dakar et Niaritali, l'on s'en désole puisqu'on aurait souhaité la poursuite du projet qui contribue à l'embellissement du cadre de vie des populations. Reportage Anna Rocha. Ça fait 2-3 tabaski bu ñu ko arrêté ak léegi métti na ma lool. C'est une colère qui a finalement cédé la place à un grand désespoir. Une déception même pour El Hadj Thioune, habitant de Grand Dakar. Avec les travaux de pavage, il y avait beaucoup plus d'espace, après les pendant beaucoup de commerçants avaient les guerpilles. Ils ont pu laisser Khalifa Sall continuer son travail. Monsieur Thioune est convaincu qu'il y a des soubassements politiques derrière l'arrêt des travaux de pavage des rues de sa commune. Mais tout le monde sait que cette affaire est politique. On le sait, mais on ne dit rien. Niaritali est bien en chantier, mais rien à voir avec le projet de pavage. Madame Faye tente de protéger ses yeux de la poussière avec des lunettes de soleil. Elle n'a pas cherché à savoir le pourquoi, mais se désole, elle aussi, du coup de frein porté au projet. Il y a plein de sable partout. Et avec le pavage, ça allait être plus pratique et tout ça. C'est vraiment désolant. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus les ouvriers s'adonner à leur boulot. Ce tailleur, originaire de la Côte d'Ivoire, a élu domicile à Grand Dakar. Lui aussi appréciait le projet. Je ne sais pas pourquoi vous avez arrêté, mais vraiment c'était encore mieux si ça prenait presque toutes les grandes places de Grand Dakar. Avec le prix que vous avez fait, on a constaté que vraiment c'est beau à voir. Si certains Dakarois regrettent l'arrêt des travaux, d'autres baignent dans l'indifférence. Plongés dans leur train-train quotidien, ils ne voient même plus l'intérêt de se prononcer sur le sujet. Désabusés peut-être. C'était le reportage d'Anna Rocha. Inscription sur les listes électorales et établissement de la carte d'identité CEDEAO, une kyrielle de difficultés notées sur le terrain, arrêt ou déplacement de certaines commissions, annulation d'inscriptions, insuffisance de machines, toutes choses soulignées par l'opposition. Toutefois, le comité de suivi relativise et soutient que le processus se déroule normalement et même la barre des 4 millions d'inscrits est en passe d'être dépassée. Georges Dekediop. À Pointe-à-Pitre, une machine est volée au consulat. Au Sénégal, l'on évoque pour s'en offusquer un manque criant. Et pourtant, lors d'une rencontre avec l'opposition, le chef de l'État aurait promis 700. Aujourd'hui, du côté du Parti démocratique sénégalais, l'on dit en voir entre 450 et 500. Ce n'est pas la seule difficulté notée par l'opposition. Lenteur dans l'enrôlement, 100 à 150 inscrits seulement par jour et par commission. Mais le plus frustrant, l'arrêt de commission à Dakar. À titre illustratif, une seule maintenant à Grand Yoff, alors que la commune en comptait 6. Situation quasi identique aux parcelles assainies à Anne-Belair, entre autres. À Matam, la situation est préoccupante aux yeux des responsables du Parti démocratique sénégalais. Toutes les commissions sont arrêtées. En cause, l'on invoque un suivi technique du matériel. Podor aurait aussi son lot d'impairs. Les inscriptions enregistrées entre le 2 novembre et le 16 décembre sont annulées parce que la machine se serait plantée et les données inutilisables. Par conséquent, les citoyens sont invités à se réinscrire. Le PDS se fonde sur un communiqué du préfet. Dans les zones rurales, les commissions itinérantes ne sont pas sans causer des problèmes du fait de l'éloignement entre les localités. Problème aussi dans la distribution des cartes déjà confectionnées. Et face à ces impairs notés, le comité de suivi dédramatise. Les choses se déroulent normalement selon notre interlocuteur. Pas de difficulté majeure selon lui. La barre des 4 millions va être dépassée. Il précise aussi que si certaines commissions de Dakar sont déplacées dans l'intérieur du pays, c'est parce que beaucoup de communes, comme Plateau, ont atteint le nombre d'électeurs potentiels. Alors, il est plus utile d'amener les machines ailleurs. Mais pour l'heure, l'urgence est à la remontée des fiches. L'accent est donc mis sur l'enrôlement. Notre interlocuteur parle de problèmes d'organisation. En politique, toujours Aïd Mbodje réaffirme son appartenance au PDS. La présidente du groupe parlementaire libéral et démocratique a déclaré qu'elle ne quittera pas le Parti démocratique sénégalais. Mais l'ancienne présidente du conseil départemental de Bambey n'exclut pas d'aller aux législatives sous la bannière de son mouvement, l'Alliance nationale pour la démocratie. Aïda Mbodje était l'invité de RFM Matin. Elle est interrogée par Babacar Fall et El Hadj Diogoudjena. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'occupe la plus haute fonction du parti, c'est-à-dire
la présidence du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Les tournées ne doivent pas gêner. C'est un acte politique que j'ai posé suite à mon isolement au niveau du groupe de la tournée. Je ne pense pas du tout quitter le PDS. Le PDS, c'est mon parti. Le PDS, c'est plusieurs années d'investissement, c'est plusieurs années d'engagement. Le PDS, c'est un compagnonnage avec son leader, le président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, je suis dans le PDS et je pense qu'un groupe qui cherche à m'isoler des affaires du PDS ne peut pas effectivement jouer un rôle quand même déterminant pour me faire sortir du PDS. Je reste et je demeure au PDS. Pour les législatives du 30 juillet prochain, vous irez à ces élections avec le PDS ou avec votre mouvement AND? AND est considéré comme une branche du PDS. Soit AND continue de renforcer et d'aider à la massification du PDS, soit AND peut aller seul avec d'autres personnes, parce que AND, c'est une nouvelle offre politique qui est présentée aujourd'hui au Sénégal et qui semble être acceptée. RFM. L'actualité internationale. Guinée, le pays a fait des efforts en matière de défense des droits de l'homme, Sornana Tambaye. Et ce sont des ONG qu'ils disent, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et deux autres organisations ont publié un rapport dénommé Justice, réconciliation et réforme législative. D'après les auteurs du rapport, les autorités ont pris un certain nombre d'engagements et s'attachent à les respecter. Par exemple, la réforme de la justice. Les défenseurs des droits de l'homme saluent l'adoption d'un nouveau code pénal en juillet dernier. La peine de mort a été abolie dans le nouveau texte. Toutefois, il reste des efforts à faire, comme la lutte contre l'impunité, surtout avec les récentes violences lors de la grève des enseignants. Elles ont fait 8 morts. Au Niger, plusieurs présumés terroristes sont jugés à Niamey. Les 8 personnes seraient des membres de Boko Haram. Elles auraient commis des crimes dans la région de Difa, dans le lac Tchad. Ces présumés terroristes ont tous plaidé non coupables. Ils ont bénéficié d'un collectif d'avocats commis d'office. Le ministère public a, dans ses réquisitions, demandé des peines de 20 ans de prison pour chaque accusé, des peines jugées sévères par la défense. Au final, 7 des 8 prévenus ont écopé de peines allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme. Parlant du Niger, toujours, le gouvernement a décidé de prolonger de 3 mois l'état d'urgence dans 2 régions près de la frontière avec le Mali. Une mesure en raison de la résurgence de l'insécurité. Cette partie du pays fait l'objet d'attaques meurtrières commises par des groupes terroristes venus du nord du Mali. Le 6 mars dernier, 6 gendarmes avaient été tués. En République démocratique du Congo, de nouvelles vidéos font surface. Hier déjà, on parlait des fosses communes découvertes au Kasaï. Aujourd'hui, ce sont des vidéos qui démontrent l'usage excessif de la force dans cette zone. 3 vidéos circulaient déjà il y a quelques semaines. Anna Rocha. Selon RFI, le premier enregistrement daté de janvier 2017 pourrait en partie expliquer les fosses communes autour de Chimboulou. Un militaire raconte avoir tiré au lance-roquettes sur de présumés miliciens. Le média déclare détenir 5 vidéos au total. La justice militaire congolaise s'est déjà emparée d'un premier dossier suite à la diffusion de la première vidéo sur les réseaux sociaux. Des militaires présumés tiraient sur des civils désarmés avant de les achever à bout portant. Dans cette affaire, 7 soldats ont été arrêtés et accusés de crimes contre l'humanité, meurtre, mutilation, traitement cruel et refus de dénonciation. Pourtant, à la publication de la vidéo en question, le gouvernement avait parlé de montage grossier. Les autres vidéos, elles, semblent dater du jour de la mort du chef Kamwina Sapou, le chef coutumier à l'origine de la rébellion au Kasaï. À RDC, toujours, l'espoir est permis pour la signature de l'arrangement particulier. Cette entente pourrait être signée le lundi 27 mars selon la conférence épiscopale du Congo. Et pourtant, les principaux blocages ne sont pas réglés, notamment le mode de désignation du Premier ministre et la présidence du Conseil national de suivi de l'accord. D'ailleurs, le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, s'est retiré des négociations. Il accuse la majorité de faire preuve de mauvaise foi et de faire l'impossible pour maintenir Kabila au pouvoir. Un retrait qui ne semble pas ébranler la SENCO. Aujourd'hui, les travaux se poursuivent afin de finaliser l'arrangement particulier. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Les fronts nord et sud du MFDC décident de déposer les armes et de négocier avec le gouvernement. Nous allons analyser cette attitude du mouvement des forces démocratiques de la Casamance dans quelques minutes. Cher Tidiane Diagne, rebonjour. Bonjour à vous, Antoine. Le basket en ouverture de cette page des sports. Un changement intervient sur le banc du Sénégal après la douche froide de Bamako. Cela est intervenu il y a à peine quelques minutes. Stéphane Dumont, limogé de son poste d'entraîneur de basket du Sénégal. Il est remplacé par son adjoint Dame Diouf sur le banc des Lions qui, aussitôt rentrés hier de Bamako, ont repris ce matin le chemin des entraînements à Maurice Ndiaye avec un effectif renforcé par les arrivées du capitaine Malay Ndoye et Khan d'Almeida. Alcès Badji est attendu. Un tournoi mal embarqué, en tout cas après 2 défaites concédées lors de la manche allée à Bamako. Ce tournoi donc qualificatif à l'Afrobasket Congo 2017 à domicile. Les Lions peuvent se relancer, pense l'ancien pensionnaire Latanière. Notez que le Sénégal accueille à compter de ce vendredi la manche retour de ce tournoi. Nous allons écouter Mohamed Diop, un des anciens de Latanière. C'est possible, hein, dans la mesure où rien n'est encore joué. On joue à Dakar 3 autres matchs. Donc là, je pense que les joueurs doivent avoir le moral et le mental nécessaire pour pouvoir gagner ces matchs-là. Et je pense, ce matin, j'ai entendu dire que il y a le capitaine Malay Ndoye et Papati qui sont là. C'est la mobilisation. La fédération doit mettre les conditions pour pouvoir permettre à cette équipe-là de pouvoir gagner les 3 matchs à Dakar. C'est un problème de cohésion. Parce que j'ai eu à regarder les 3 matchs du Sénégal à Bamako. Mais il y a un problème de cohésion, un problème de rupture entre l'équipe et le staff technique. Et je pense que ceci doit être réglé par la fédération. La fédération, la direction technique nationale doit prendre les responsabilités par rapport à cela. Rien n'est encore joué, rien n'est encore perdu. Le Sénégal a joué 3 matchs, a perdu 2 matchs et le Sénégal doit jouer 3 autres matchs à Dakar. Et nous pouvons gagner. Logiquement, c'est ce match-là. Gagner et se qualifier au prochain Afrobasket, donc prévu cette année-ci au Congo-Brazzaville. Notez que ce tournoi démarre à compter de ce vendredi, entendu. Le football, l'arbitre ghanéen Joseph Lanté suspendu à vie par la FIFA, la commission centrale des arbitres du Sénégal apprécie. Cette commission est dirigée par Amadou François Gueye. Lui, en tout cas, annonce plusieurs faits concordants ont mené à cette décision de la FIFA qui, sans nul doute, va dissuader certains arbitres véreux. Nous l'écoutons, nous l'avons rejoint ce matin au téléphone. L'inspecteur relate tout ce qui s'est passé dans le match. Il envoie la vidéo même du match à la CAF et à la FIFA. Donc vous voyez, il n'y a rien qui peut leur échapper, même si une réclamation a été déposée. Mais heureusement que le Sénégal quand même a déposé cette réclamation et ça a activé les choses et ça a permis également aux autres là de se rendre compte que quand même parfois il y a des choses qui ne sont pas normales. Non, c'est pas le penalty, hein. Mais c'est ce qui s'est passé dans le match même quoi. C'est techniquement ce qui s'est passé dans le match. Voilà, c'est plusieurs faits de jeu, à votre avis, c'est plusieurs faits de jeu. Oui, le reste c'est des faits de jeu. Mais c'est son comportement même dans le match, son comportement. Parce que, vous savez maintenant, l'arbitrage c'est quoi? Non seulement maintenant il y a la technique, il y a la condition physique, mais également il y a le comportement de l'arbitre dans le terrain de jeu. Et le comportement de l'arbitre détermine toute la rencontre. Il y a certains actes qui laissent à penser à des choses, même si on ne veut pas y penser. On s'est rendu compte souvent que c'est l'arbitre techniquement qui était faible. Et je sais que tout le monde doutait de ceci et de cela, mais c'est l'arbitre lui-même qui était faible. Ou alors qu'il a été dépassé par les événements, qu'il a été dépassé par le match. Et alors il arrive qu'il passe un mauvais match. Francky Gueye, président de la commission centrale des arbitres de football du Sénégal. Et puis Antoine, notez que la tanière passe encore au complet à l'avant-veille de la rencontre amicale de football contre le Nigeria. Ces 14 jours sont pour l'instant à Londres, le reste de la troupe étant bloquée à Paris pour défaut de visa pour l'Angleterre. Selon une source proche de l'équipe que nous avons jointe ce matin, la situation devrait être débloquée. La délégation est actuellement dans les locaux de l'ambassade anglaise à Paris. Notez que les Lions livrent un match amical ce jeudi contre le Nigeria avant de jouer un autre contre la Côte d'Ivoire. C'est prévu lundi prochain à Paris. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la chronique du jour. C'est avec Papa Sambakana. À l'occasion de la journée internationale de la francophonie, hier 20 mars, que l'on n'a pas trop senti passer dans l'espace médiatique sénégalais, le club littéraire francophone du département de lettres de la Fac de lettres et sciences humaines de l'ICAD
a organisé un panel autour du thème Francophonie et production littéraire féminine en Afrique. Celui-ci a réuni autour d'une table sur le parvis de la bibliothèque universitaire, lieu symbolique par excellence, d'éminents universitaires et rappelé le rôle fondateur de sa thèse soutenue en 1961 dans la reconnaissance enfin d'une littérature africaine noire par une critique occidentale jusqu'alors réticente à admettre l'évidence. Ou peut-être n'était-ce pas si évident que cela, et alors la dette des belles lettres africaines envers Madame Kestelot n'en serait que plus grande. Bref, d'André-Marie Diagne, compagne et complice de l'immense philosophe Mamoussé, qui a tenu, au détour d'une brillante intervention, à rendre un hommage unanimement salué par l'assistance à Aminata Sow Fall, pionnière brillante et courageuse de la littérature chez nous, lauréate du Grand Prix de l'Académie française en 2015, distinction soit dit en passant, comme passée alors sous silence par des médias qui se laissent complaisamment cannibaliser par les affaires jamais élucidées, si ce n'est par les people, la lutte ou alors un football où l'on ne gagne jamais rien, sinon la risée universelle devant cette pitoyable image ayant fait le tour du monde d'un gamin envoyé par des adultes dépassés par leurs responsabilités, jetant un gris-gris dans les buts de l'adversaire zombien. Pour rien, sinon que de rendre la défaite plus humiliante encore. Que disais-je? d'André-Marie Diagne à Madame Nafissatou Diagne Diouf, notre consoeur de la télévision nationale, devenue enseignante au département de lettres modernes, en passant par le professeur Amadouli et d'autres éminents et éminentes pédagogues, un hommage critique a été rendu aux femmes africaines écrivains qu'il convient aujourd'hui de désigner par le terme écrivaine. De Awa Thiam, la parole aux négresses, à Nafissatou Dia avec sa participation à Volcanique, une anthologie du plaisir, livre collectif, en passant par Ken Bougoul avec le Baba Fou et autres œuvres, sans bien entendu oublier Mariama Ba et son inoubliable Une si longue lettre, Fatou Diom et bien d'autres, dont Axel Kabou, les auteurs sénégalaises et africaines et leurs œuvres marquées de l'empreinte du combat des femmes pour l'émancipation face à la phallocratie dominante ont été magnifiées devant des étudiants avides de savoir et enthousiastes, dont certains très brillants. Et de belle manière, dans une élévation d'esprit qu'on aimerait rencontrer plus souvent dans un espace public sénégalais particulièrement mal éclairé par des médias dont c'est le rôle d'y pourvoir, mais apparemment dépassés par leur propre rôle. Figurant bien heureux de participer au banquet intellectuel offert par le club de littérature de la fac de lettres, j'en suis sorti avec le sentiment que, oui, effectivement, comme me le suggérait il y a bien longtemps un éminent homme politique sénégalais encore en activité, qu'il ne fallait pas désespérer de notre pays. En fait, ce sentiment-là a été renforcé parce que déjà, il m'a habité toute cette semaine, amené par le grand élan de communion nationale, de transcendance de nos différences, de survol de nos petites querelles, unis comme une seule famille, suite au rappel à son créateur de Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, le cachet dont sa mort a commencé à nous révéler la véritable dimension. Les rediffusions radio-télévisées de ces nombreuses conférences, jamais répétitives, sont révélatrices, au-delà d'une érudition religieuse incontestable, d'une pensée philosophique profonde, nourrie par une vaste culture générale, sans parler de son éloquence tout simplement hors du commun. Après avoir présenté nos condoléances à la famille Sy, au premier chef, au nouveau calife Al-Amin, condoléances auxquelles nous associons tous les Sénégalais, nous sommes heureux, ce qui nous fait revenir à nos écrivaines, de partager ce qui suit avec ceux qui ne le savaient pas. Al Maktoum était un grand amoureux de l'art et appelé à porter une attention particulière aux créateurs, aux poètes en particulier, dont il disait qu'ils sont les seuls humains avec lesquels Dieu a consenti, pour 1%, disait-il en souriant, à partager sa prérogative, ses capacités pour ainsi dire, de création à partir du néant. Presse du jour, Georges Dekediop.
C'est à croire que l'État ne lâche rien dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. L'observateur révèle que l'agence judiciaire de l'État s'est constituée partie civile. Et pour cause, l'agence judiciaire avancerait les arguments selon lesquels il y a des dotations publiques que l'État fait aux collectivités locales. Mais à défaut de se constituer devant le doyen des juges, l'observateur précise que l'agence judiciaire de l'État attendra l'ouverture du procès pour le faire, s'il y a procès bien sûr. En tous les cas, dans ce dossier, le doyen des juges a convoqué les inculpés jeudi prochain pour une confrontation. C'est ce que nous apprend l'observateur. En conséquence, le dépôt des demandes de mise en liberté provisoire de Khalifa Sall et compagnie a été reporté. Ce que confirme le quotidien LAS qui souligne que le doyen des juges dribble les avocats. Oui, il les a contraints à faire machine arrière. La demande de mise en liberté provisoire devra attendre. Selon LAS, ce premier acte procédural, initialement prévu hier, a été reporté au motif que le doyen des juges a décidé de confronter jeudi prochain le principal mis en cause avec certains de ses collaborateurs. Libération prédit une confrontation à risque, car selon Libé, à l'exception de Khalifa, tous les inculpés ont reconnu que les factures, commandes et livraisons de riz ou de mil étaient fictifs. Le dossier Khalifa Sall n'est pas le seul à retenir l'attention de Sud Quotidien. Mon confrère s'intéresse aujourd'hui au traitement des dossiers d'audit impliquant la malgouvernance des membres du camp du pouvoir. Un dossier sur le sujet. Sud Quotidien donne la parole à certains acteurs. Tierno Bokoum de Réumi, Hélène Tine, député de Bosdoniac, et Malik Noël Sek, leader du Front National du Salut Public. Momsareo, titre de Sud Quotidien, l'opposition presse l'État et le procureur. Un responsable du pouvoir qui sort du lot ce matin, le ministre d'État Mbaye Ndiaye, l'atout gênant selon l'observateur qui lui consacre sa une. L'observateur nous compte Mbaye Ndiaye à sa page 3. Cela à la faveur de ses récentes sorties sur l'affaire Khalifa Sall. L'observateur qui dresse par ailleurs le profil du porte-parole de Tivavon, la face inconnue de Serigne Baïsi Mansour, à lire à la page 5 du quotidien du groupe Futur Média. Retour sur les émeutes de Kolda. La semaine dernière, les violents affrontements entre conducteurs de moto Jakarta et la police. Le quotidien nous apprend que ces affrontements ne sont pas restés sans suite judiciaire. 40 Jakartamens arrêtés. Selon le quotidien, ces 40 individus ont été déférés hier au parquet près du tribunal de grande instance de Kolda. Et si cela a été possible, c'est grâce à des éléments de la DIC qui ont été dépêchés à Kolda pour mener les investigations afin de mettre la main sur les individus qui seraient à la base de la furie des conducteurs de moto Jakarta. Un coup d'œil dans Enquête. Coup de projecteur sur des chantiers à la traîne. Mon confrère passe à la loupe les grands travaux initiés dans le cadre du PSE. Et c'est pour noter qu'ils ont largement dépassé les délais de livraison. De l'avis de Enquête, les chantiers qui ont été livrés à date échue sont peu nombreux, ce qui irrite parfois les tenants du pouvoir, en particulier le chef de l'État. Un dossier à lire dans Vox Populi. Un dossier sur la dégradation des mœurs. Un dossier sur l'adultère. Vox Pop note de dangereuses tendances au page 6 et 7 de Vox Pop. Des témoignages sur ce qui se passe souvent dans le voisinage ou au bureau. Les éclairages d'un psychologue, d'un oustas et d'un prêtre. En sport, le journal Les Échos nous donne des nouvelles de Dembaba. Il annonce son retour prochain en équipe nationale. Et plus qu'un retour, Dembaba déclare qu'il va qualifier le Sénégal au mondial. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Les fronts nord et sud du MFDC qui décident de déposer les armes et de négocier avec le gouvernement, c'est le sujet de Point de vue. Et vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne deux intervenants. Moussa Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du collectif des cadres casamançais. Il y a également Xavier Diatta, bonjour. Bonjour. Auteur du livre Fidjou di Terra, la crise casamançaise racontée à mes enfants. Oui. D'abord, Moussa Cissé, comment analysez-vous cette nouvelle attitude du MFDC? Je crois que cette attitude-là ne fait que confirmer une volonté qui s'est manifestée depuis très longtemps. Je me souviens encore qu'en 2005, le 20 décembre plus précisément à Sao Domingo, le Front Sud avait exprimé le besoin de rencontrer le front Nord pour pouvoir trouver
retrouver leur unité et pouvoir aller à la table de négociation. Donc c'est un processus qui continue et malheureusement à l'époque le Front Nord était réticent par rapport à ce vœu-là. Et qu'aujourd'hui le Front Nord manifeste sa volonté de retrouvailles avec le Front Sud pour pouvoir aller à la table de négociation. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Il y a une situation qui a annoncé depuis longtemps, peut-être ce qui se passe aujourd'hui, c'est la longue accalmie. Et on sentait quand même qu'il y avait une forte volonté, non? Oui, absolument, tout à fait. Cette accalmie-là, effectivement, manifeste la volonté des deux fronts de pouvoir d'arriver à une paix. Maintenant, il s'agissait tout simplement de trouver des conditions idoines. Et les conditions idoines, c'est les retrouvailles d'abord du MFDC et en particulier de l'ensemble de l'aile militaire, Front Nord et Front Sud confondus, pour pouvoir aller à la table de négociation. Très bien. Vous gardez la ligne, on revient à vous tout à l'heure. Pour ceux qui ne le savent pas, le Front Nord est contrôlé par Salif Sadio, le Front Sud par César Atoute Bayat. Alors, Xavier Diatta, un véritable espoir maintenant pour la paix en Casamance? Oui, un véritable espoir, j'espère bien. Moi, ce qui me fait peur un peu, c'est est-ce que les populations adhèrent justement à cette dynamique? Elles sont là parce qu'elles observent, comme je l'ai dit dans mon livre. Les populations ont toujours observé. Ça fait plus de 35 ans que les populations écoutent. Les populations observent. Les populations attendent justement que cette paix survienne. Si elle arrive aujourd'hui, c'est sûr que tout le monde va applaudir demain. C'est tout. Donc je suis heureux d'apprendre que aujourd'hui il y a une entité du MFDC qui veut déposer les armes. J'espère que ça fera tache d'huile et que l'autre aussi déposera les armes pour que nous allions enfin vers la paix. Oui, mais alors, qu'est-ce qui sous-tend cette belle volonté du MFDC, en tout cas volonté affichée, de marcher vers une paix définitive? Moi je crois que c'est une situation irrémédiable. C'est une situation irrémédiable parce que si vous voyez les MFDC, les MFDC Noulouk, c'est-à-dire ceux qui se réclament justement du MFDC qui ont pris ce combat il y a 35 ans, aujourd'hui ils ont atteint un certain âge. Et là, il y a une nouvelle jeunesse qui est là. La tendance est irréversible. Et elle est irréversible. Il faut absolument que nous allions vers la paix. Que nous le voulions ou non, mais il faudrait qu'on aille vers la paix parce que les générations n'accepteront plus que la Casamance soit prise en otage, que les gens ne puissent pas, que l'économie ne puisse pas marcher, que rien ne puisse fonctionner normalement comme dans les autres régions, que les gens puissent aller de Dakar, de la capitale, à Ziguinchor, en se sentant pour autant avoir la hantise d'être arrêté en cours de route ou arraisonné. Donc vraiment, moi je trouve que c'est irrémédiable. Qu'on le veuille ou non, on va aller vers là. Très bien, vous gardez la ligne. Moussa, si on termine avec vous, dites-nous, qu'est-ce que le gouvernement doit faire maintenant après que le MFDC a affiché sa ferme volonté de déposer les armes et de négocier? Le gouvernement doit accélérer le processus pour se rapprocher davantage du MFDC et pouvoir convoquer très rapidement, à mon avis, une rencontre. Et malheureusement, ce sont des opportunités de ce genre que les gouvernements qui se sont succédés dans notre pays ont raté. C'est une opportunité aujourd'hui pour que le gouvernement lui-même réagisse et se dise, bon ben ok, j'organise une rencontre, venez, on va discuter. Et ça c'est important ça. Et maintenant, entre-temps, il y aura effectivement ces retrouvailles-là avec entre les différentes factions du MFDC pour pouvoir aller à la table de négociation. C'est leur souhait. Donc il faut donner... Le gouvernement doit vite réagir. Le gouvernement doit vite réagir. Absolument. Absolument. Le gouvernement doit vite réagir et ne pas laisser cette opportunité encore
de ne pas rater à nouveau cette opportunité. Très bien. Moussa Cissé, merci. Vous êtes le secrétaire général du collectif des cadres Casamance. On termine avec vous, Xavier Diatta. Dans cette marche vers la paix, il ne faut pas sans doute l'occulter. Le groupe de recherche et de réflexion sur la paix en Casamance, dirigé par Robert Sagna, a quand même joué un rôle important. Mais Xavier Diatta, comment l'État doit maintenant réagir face à cette nouvelle situation? Moi je suis rassuré quand j'entends justement le secrétaire général du collectif des cadres de vie. Parce que, rappelons-le souvent, les gens ils font souvent la confusion. Le collectif des cadres, il est là comme facilitateur. Oui. Et il a toujours été le garant des accords pris et par les MFDC et par le gouvernement. Donc je suis rassuré d'entendre que le secrétaire général dise que c'est ce qu'il y a à faire. Je suis sûr qu'avec justement l'entre-gens qu'ils ont, ils arriveront justement à faire appliquer ces mesures dont vient de décliner le secrétaire général du collectif des cadres. Oui, et le gouvernement? Le gouvernement, moi je me dis que, vous savez, le gouvernement a peut-être d'autres intervenants. Oui. D'autres intervenants. Je ne les connais pas tous. Je ne connais pas tous les intervenants. Et le gouvernement, c'est sûr qu'il entendra l'appel et c'est sûr qu'il donnera une suite. C'est tout ce que je peux dire. Mais est-ce que ça sera l'opportunité, comme le dit le secrétaire général, est-ce qu'elle va être saisie tout de suite? Ou bien c'est dans 2 mois ou dans 3 mois? Ça, je peux vous le dire, je ne sais pas. Très bien. Xavier Diatta, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Fidji du terrain, la crise casamançaise racontée à mes enfants. C'est fini pour Point de vue. La météo avant de vous quitter. Voici déjà le rappel des titres. Casamance, la volonté du MFDC de déposer les armes et de négocier avec le gouvernement bien accueilli à Ziguinchor. Mais les populations demandent aux différents acteurs du processus de paix d'être sincères. Suite des émeutes de Kolda dans la capitale du Fouladou, l'on sollicite la clémence de la justice en faveur des 40 jeunes arrêtés. Les travaux de pavage des rues de Dakar au point mort depuis longtemps. Grosse désolation des populations qui soutiennent que ce projet contribue à l'embellissement de leur cadre de vie. Et puis en politique, l'opposition a relevé beaucoup de difficultés et autres manquements dans les inscriptions sur les listes électorales. Pendant ce temps, le comité de suivi relativise et indique le bon déroulement des opérations avec le cap des 4 millions d'inscrits qui est en passe d'être dépassé. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop, réalisation Babacar Fall et Georges Detchediop. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. 13h, El Hadj Ndiogou, mais avant de vous quitter cette fois-ci, le ciel restera dans l'ensemble ensoleillé sur la quasi-totalité du territoire, à l'exception de la zone sud-est et est du pays où des nuages parfois seront observés par moment. À partir des prochaines 24 heures. Une légère baisse graduelle des températures diurnes sera notée sur une bonne partie du territoire, notamment sur les régions ouest où des températures plutôt clémentes seront relevées sur la zone du littoral. La chaleur, quant à elle, restera surtout confinée à l'est comme les régions de Bakel et environ. Tout de suite, Dialgat Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.